Bonjour à tous, donc je suis Elodie Crétel, médecin référente sur les thématiques cancer et soins palliatifs à la RSPACA. Je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui par train d'agenda, mais néanmoins je tenais à être parmi virtuellement et je remercie le DSRC en Copaca Corse de m'avoir invité à faire l'introduction de cette journée de formation. Alors en effet, les séquelles liées au cancer, c'est très important de les prendre en charge correctement. D'une part parce qu'on guérit de plus en plus d'un cancer. Les dernières données que nous avons de 2017 montraient que près de 4 millions de personnes en France vivaient ou avaient guéri d'un cancer. Malheureusement, ces patients ont souvent des séquelles de ces cancers, qu'elles soient physiques, émotionnelles, sociales. Et cela a été démontré dans l'étude VICAN qui a porté sur plus de 4000 participants. 5 ans après le diagnostic, on a encore 2 tiers des patients qui conservent des séquelles, que ce soit des douleurs, de la fatigue chronique, des difficultés sexuelles, des perturbations de l'image du corps. Ces séquelles sont bien réelles. Et c'est au point que la stratégie décennale qui va de 2021 à 2030 a souhaité en faire un axe à part, l'axe 2, qui est consacré à la limitation des séquelles et à l'amélioration de la qualité de vie. En effet, l'objet de cet axe 2, c'est de pouvoir structurer et mieux faire connaître l'offre de prise en charge des séquelles, de pouvoir expérimenter un dispositif pluridisciplinaire et intégré de repérage et traitement des séquelles, mais également de mettre en place des recommandations organisationnelles et de bonnes pratiques, ainsi que des outils à la fois de repérage et d'évaluation. Alors, le DSRC et la RSPACA, nous n'avons pas attendu toutes ces recommandations pour commencer à travailler sur cette thématique, puisque dans le cadre de notre feuille de route de la RSPACA qui va de 2022 à 2025, nous avons souhaité intégrer ces actions dans notre programme de cette feuille de route, en particulier les actions de 6.2 jusqu'à 6.6 et les actions de 7.1 à de 7.6. Et vous voyez qu'il y a 2 actions particulières qui sont sur à la fois la structuration de l'offre existante, mais également l'expérimentation d'un dispositif de dépistage et de traitement des séquelles. Alors juste pour rappel, notre feuille de route, c'est 40 actions qui sont en cours et si tout va bien, nous devrions réaliser un séminaire de notre feuille de route le 19 juin prochain où vous serez invités, vous allez probablement, ou vous aurez reçu au moment de cette vidéo, vous allez recevoir un save the date sur ce séminaire. Une partie de ces actions seront présentées. Alors, que dire sinon par rapport à cette feuille de route? Que notre DSRC a été très actif, qu'il a mis en place un groupe de travail avec au moins 80 personnes. Ce groupe s'est ensuite constitué en sous-groupe qui a travaillé sur plusieurs thématiques. D'une part, l'élaboration d'une fiche de repérage des séquelles et dernièrement, la mise en place d'un guide d'aide au repérage des séquelles et à l'orientation des patients. Ce guide a attiré l'attention de l'ANCA, qu'il a trouvé très intéressant et probablement pourra servir à l'élaboration de recommandations nationales. Voilà, quelles sont les perspectives? C'est de faire connaître ces actions. En effet, il faut qu'on puisse lutter contre ces séquelles qui sont quand même assez impactantes. Je n'ai peut-être pas été assez précise, mais dans l'étude VICAN 5, on avait quand même 44% des patients qui avaient une altération de la qualité de vie physique. On avait près de 33% des patients qui avaient une altération de la qualité de vie mentale. Et une personne sur 5, ce ne sont plus des patients puisqu'ils sont guéris, pardon, une personne sur 5 avait perdu son emploi. Donc on doit vraiment travailler à limiter ces séquelles. Une des autres perspectives, c'est la mise en place en région d'une expérimentation qui va être proposée prochainement aux établissements autorisés à la pratique du cancer pour intégrer ce parcours de repérage en direction des patients fragiles et vulnérables. Et ce sera débuté sur la population des travailleurs indépendants. Vous savez que chez ces travailleurs, il y a un renoncement aux soins qui est assez fréquent. Et une deuxième population sera ensuite étudiée, ce sont les adolescents et jeunes adultes, chez qui nous avons énormément d'enjeux de prévention des séquelles, de réinsertion professionnelle.
Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée de formation. Je pense que je vais passer la parole à Karim Bendiam, un expert sur la prise en charge des séquelles. Je vous dis bonne journée et à très bientôt. Voilà, Karim Mendiane. Donc, j'ai eu le privilège merci de m'avoir invité, de coordonner ces enquêtes Vican, qui avaient pour objectif vraiment d'étudier les conditions de vie des personnes atteintes de cancer à distance du diagnostic. L'hypothèse, c'était de dire, quand on a un cancer, est-ce que réellement on retrouve un niveau de vie après le traitement, même si c'est un cancer de bon pronostic ou de toute façon, est-ce que la guérison est possible ou est-ce un horizon? Est-ce qu'en termes de vie ou de conditions de vie, on retrouve à peu près ce qu'on avait avant? Ça part de l'hypothèse assez ancienne des gens qui ont travaillé sur le VIH et qui ont montré que l'expérience du VIH provoquait une espèce de rupture biographique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet événement de santé allait complètement modifier la vie des gens, aussi bien dans leurs conditions de vie, dans leur insertion sociale, mais aussi dans leur réintégration professionnelle, mais aussi dans la manière dont ils allaient appréhender, on y reviendra plus tard, ce que c'était de vivre et de vivre en bonne santé. Alors, Vican, pour être assez méthodologique, donc c'est une enquête, et j'espère que c'est la dernière fois que je la présente, puisque normalement elle doit être refaite, puisque vous voyez, l'échantillonnage a été fait en 2011. Donc depuis, il s'est passé des tas de choses, notamment l'explosion des cancers chez les jeunes adultes. Donc nous, on avait un peu préfiguré ça en essayant de faire une surreprésentation des jeunes. Donc c'était étudier vraiment les conditions de vie 2 ans et 5 ans après un diagnostic de cancer. À cette époque, on avait choisi 12 localisations et exclu certaines localisations parce qu'on n'avait pas assez de, entre guillemets, stock. C'est-à-dire qu'il y avait des localisations comme le cancer du foie à l'époque en 2011 ou le cancer du pancréas où la médiane de survie était très faible. Donc on n'aurait pas pu étudier les conditions de vie 2 ans ou 5 ans après, puisque beaucoup décédaient dans les 5 premières années. Donc on avait exclu ces localisations-là. Et on s'était restreint à 12 localisations, 4 de bons pronostics, cancer du sein, prostate, thyroïde, mélanome, 7 dits de pronostic intermédiaire. Et comme localisation de mauvais pronostics, qui est plus une localisation de mauvais pronostics maintenant, c'était le cancer du poumon, parce que vous savez qu'il y a différents types du cancer du poumon. Il y a des cancers à petites cellules, non à petites cellules, et l'espérance de vie est très différente selon le type de cancer du poumon qu'on peut avoir. Donc nous, à l'époque, c'était quand même... il y avait des survivants à 5 ans, suffisamment de survivants à 5 ans pour espérer avoir une stratégie d'échantillonnage qui nous permet d'avoir une certaine représentativité de la population. Je ne vais pas vous détailler la stratégie d'échantillonnage et ne vous inquiétez pas, je crois que dans le cadre de votre cursus, on ne va pas vous demander dans les QCM comment on fait un échantillonnage parce que c'est des choses très complexes et qui ne sont pas simples et qui doivent être révisées puisqu'elles ne correspondent plus à la réalité actuelle. Donc dans notre stratégie d'échantillonnage, on avait sélectionné environ 30 000 patients et on avait eu pour ce qui était Vican 5, plus de 4000 personnes qui avaient accepté de répondre à un long questionnaire où on leur demandait de détailler quelles étaient leurs conditions de vie depuis le diagnostic du cancer, comment ils vivaient. On évaluait la dépression, on évaluait le retour à l'emploi, on évaluait la perception des douleurs, la perception de certaines séquelles. Enfin, c'était un questionnaire qui durait entre 1 heure et 1 heure et demie. Et on détaillait vraiment tous les aspects qu'on pouvait, psychosociaux, mais aussi économiques et sociaux, qui participaient de leurs conditions de vie. Or, quelques résultats majeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plus des 2 tiers des répondants, 5 ans après, 60, à peu près 2 tiers, 63,5%, qui déclarent avoir des séquelles. Qui déclaraient avoir des séquelles, c'est-à-dire avoir quand même des éléments qui persistaient 5 ans après le diagnostic de cancer et 5 ans après la phase active de traitement. Avoir des douleurs résiduelles, de la fatigue, enfin des événements de vie qui leur disaient que leur état de santé, psychique ou psychologique, ça pouvait être des échelles psychiques ou psychologiques, qui se maintenaient donc à distance, et à une distance assez importante quand même, 5 ans, parce que 5 années, c'est quand même un moment où on
pense qu'il y a une rémission possible quand on a un primo-cancer. Hein, c'était tous des personnes atteintes d'une primo-tumeur. Et on pensait que ce chiffre serait moindre et que les traitements mis en place, l'accompagnement, le fait que les personnes étaient en rémission, faisait qu'elles pouvaient retrouver des conditions de vie à peu près normales ou du moins similaires à celles qu'elles avaient avant. Non, 63,5% des personnes disaient qu'elles avaient quand même des séquelles qui étaient physiques ou psychologiques liées à cet épisode particulier d'avoir été traité pour un cancer. Et le petit schéma que vous voyez, c'est que ces séquelles physiques ou psychologiques, elles retentissent sur l'ensemble des niveaux de la vie, l'ensemble des dimensions des niveaux de la vie. Elles ne se limitent pas simplement à altérer la santé psychologique ou la santé physique, elles sont aussi très déterminantes d'une dégradation de la qualité de vie, notamment de la réinsertion professionnelle et de la réintégration sociale. Elle altère les relations aux autres et elle altère aussi la manière dont on se réinsère dans la société. Donc vous voyez que ces séquelles, elles ont des dimensions qui sont à la fois individuelles, elles concernent le patient, mais elles concernent aussi la société entière. Bon, il y a aussi des considérations économiques, elles ont un coût économique, parce qu'en termes de réinsertion dans l'emploi, ce n'est pas si évident. Mais pour les personnes, ces séquelles sont vraiment quelque chose à prendre en considération. Et on ne va pas dire, on va simplement traiter, elles auront plus mal ou elles seront moins fatiguées, ça ira mieux. Non, c'est vraiment, ça altère l'ensemble des dimensions de leur vie, y compris leur relation aux autres. Donc ça a une dimension très très importante, le traitement des séquelles et l'accompagnement des séquelles. Il ne peut pas être unidimensionnel, il doit être pensé de manière globale parce que c'est vraiment une atteinte qui se diffracte sur l'ensemble des dimensions de la vie d'un individu, à la fois dans ses relations sociales, mais aussi dans sa réinsertion, ses réinsertions professionnelles, donc dans son appartenance sociétale. Ainsi, on a pu constater que, à plat, hein, c'est vraiment très descriptif, les séquelles qui étaient les plus souvent, et quel que soit l'âge qui était le plus souvent déclaré, c'était la douleur et la fatigue. Ça reste quand même des séquelles majeures, 5 ans après un diagnostic de cancer. Et quel que soit, vous voyez hein, sur les différents diagrammes, quel que soit le sexe et quelle que soit la localisation, sont vraiment des séquelles qui perdurent dans le temps et à distance du diagnostic. Alors, comme vous voyez, on a différencié. Donc, on avait dans la stratégie d'échantillonnage de Vican suréchantillonné les jeunes parce que on pensait que le cancer des jeunes, et à juste titre, était quelque chose d'important, qui était cette population. Et le cancer, c'était souvent lié aux personnes âgées, et il y avait peu d'études qui s'intéressaient vraiment à la population jeune. Bon, on a eu un bon pressentiment parce que là, on voit, je ne sais pas si vous avez vu les dernières données qui ont été actualisées par l'INCa, mais on en parle dans les différents médias et c'est assez vulgarisé. Il y a une espèce d'explosion du cancer dans la population jeune, des diagnostics de cancer, on ne sait pas pourquoi. On trouvera sûrement bien plus tard les raisons particulières qui fait qu'il y a une explosion chez les jeunes. Ça reste quand même une maladie liée à la personne âgée, mais il y a quand même un nombre de personnes jeunes atteintes de cancer qui ne cesse de croître et la prévalence chez la population jeune ne cesse de croître. Donc nous, on avait pressenti ça et on avait suréchantillonné des jeunes pour essayer d'avoir quand même une population qui soit assez représentative de l'ensemble de la population française selon les structures d'âge. Et vous voyez que ce soit les jeunes ou les vieux, les personnes plus âgées, les vieux, j'en fais partie. Hein. J'ai passé 50 ans, donc je m'inclus tout à fait. Donc, les personnes moins jeunes, on va être plus politiquement correct. Vous voyez que la douleur, c'est quand même important. Hein. Plus de 30% déclarent quand même avoir des douleurs résiduelles ou des sensations de douleur. Plus importante, vous voyez la différence entre les bâtonnets, hein, orange chez les femmes, gris chez les hommes. C'est toujours plus important chez les femmes. Alors là, il y a peut-être un biais de surdéclaration. Vous savez que les hommes ont tendance à moins déclarer le phénomène de douleur que les femmes. On ne sait pas pourquoi. Mais alors nous, on a fait une enquête spéciale sur la distribution des antalgiques de palier 3 et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, à tableau clinique égal, une inégalité d'accès au palier 3. C'est-à-dire qu'il y avait quand même
une sous-prescription chez les femmes des antalgiques de palier 3. Là aussi, ça travaille dans les représentations des médecins. Les hommes se plaignent moins. Alors quand ils se plaignent, c'est qu'ils ont forcément mal, alors que les femmes, elles se plaignent toujours et qu'elles sont plus résistantes et que parfois, voilà, il y a toute une représentation, des représentations qui se maintiennent. Hein. On avait étudié ça il y a des années, dans les années 2000, sur les soins palliatifs. Et force est de constater qu'en 2000, là on était en 2020, 20 ans après, ça se maintenait. Quoi. Il y avait toujours moins saillante, mais il y avait toujours cette espèce d'inégalité dans les prescriptions d'antalgiques entre les hommes et les femmes. Et on a un tas de travaux dessus, et il y a toujours, et il faut, comme dirait Boileau, je ne sais plus si c'est Boileau, à chaque jour, remettez-vous sur votre travail ou sur votre œuvre. Je n'ai plus la citation en tête, hein, mais ça c'est l'âge. C'est vraiment des sujets qu'il faut reprendre et sur lesquels il faut insister et être très attentif. Ces inégalités de prescription ou d'accès aux antalgiques qui participent fortement des inégalités sexuelles, des inégalités de santé, des inégalités de genre qui sont maintenues. Et on le voit, ça se maintient quand on fait la littérature, on voit qu'il y a toujours une inégalité de genre qui persiste et que les femmes ont parfois moins accès au palier 3 que les hommes. Là, c'était sur une population particulière cancéreuse, mais c'est des choses sur lesquelles on doit toujours réfléchir. La douleur, ça s'exprime aussi, comme je vous l'ai dit, les séquelles, ça a un impact qui est social et sociétal. Et on a vu que la plupart des gens, particulièrement la population jeune, suite à cette expérience du cancer, c'est multifactoriel. Hein. On ne va pas dire que la douleur est un des éléments, c'est un des déterminants qui est sorti dans nos modélisations statistiques, mais il n'y a pas que ça. Il y avait beaucoup de personnes qui ne reprenaient pas d'activité professionnelle ou qui réduisaient leur activité professionnelle et sortaient comme facteur associé à cette non-reprise d'activité ou cette baisse d'activité, le fait de ressentir des douleurs chroniques à composante neuropathique. Vous voyez que la dimension, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement physique, mais ça atteint l'ensemble des sphères de la société, sociale dans la relation aux autres et sociétale dans l'activité, l'insertion professionnelle étant une des bases de la relation sociétale de l'individu à la collectivité. Autre constat, à l'époque on n'en parlait pas trop. Maintenant c'est devenu un sujet qui est, pas pour toutes les localisations comme on va le voir, mais un sujet qui est pris en compte. C'est la dégradation de la sexualité. Alors ce qui nous a interpellés, c'est que on pouvait s'y attendre pour le cancer de la prostate, hein, pour les cancers de la sphère urogénitale, on s'est dit, c'est normal, c'est organique. Mais non, on voit pour le cancer de la thyroïde, il y avait effectivement une baisse du désir sexuel pour les gens qui avaient été traités par un cancer de la thyroïde. Donc ça concernait effectivement l'ensemble, là aussi, des localisations. On pouvait s'attendre à dire, effectivement, quand on a un cancer du sein, l'image du corps, ou un cancer de la prostate, il se peut que ça altère les fonctions génitales, mais non. Hein, la libido, il y a une partie psychologique dans la sexualité, et toutes les personnes qui ont été atteintes d'un cancer, quelle que soit leur localisation, déclaraient de manière non significative avoir une perte de la libido, ou une perte de l'activité sexuelle, ou une perte du désir. Enfin, une sexualité qui était détériorée, hein, qu'on peut qualifier grosso modo de détériorée. Et donc, là, je vous donne les dernières publications. Hein, c'est toujours en Vican, c'est un ensemble de données qui est toujours en train d'être exploité et qui a toujours des suites. Et là, je vous ai mis le cancer de la prostate parce que c'est quelque chose qui paraît évident, mais ça l'est moins évident pour le cancer de la thyroïde. Le rapport entre un cancer de la thyroïde traité 5 ans après et la perte, la détérioration de l'activité sexuelle. Hein. Il y a quelque chose aussi qui nous a paru important d'exploiter, qui est une dimension psychologique qui est, selon moi, essentielle et qui contribue à ce qu'on appelle cette rupture biographique. C'est qu'une fois qu'on connaît un événement cancer, il y a quelque chose qui est, même si c'est un cancer de bon pronostic, qui est présent dans l'esprit et qui n'est pas souvent pris en charge, c'est la peur de la récidive. Et c'est quelque chose qui peut vraiment altérer vos conditions de vie.
cette espèce d'impression que ça peut revenir, que ça va revenir, que c'est quelque chose qui plane au-dessus de nous. Et cette peur de la récidive, elle est à considérer aussi comme une séquelle psychologique du cancer. Elle doit être considérée et prise en charge et accompagnée. Et ainsi, on a montré que 20% des femmes jeunes qui avaient été atteintes d'un cancer du sein manifestaient 5 ans après le diagnostic des angoisses liées à une peur de la récidive du cancer. Je crois que c'est un accompagnement qu'on fait peu. Très peu de femmes en parlent, mais c'est quelque chose qui est très important, cette peur de la récidive. Et même si c'est un cancer de très bon pronostic, c'est quelque chose qui est présent. Quel que soit le stade, quel que soit le grade, c'est quelque chose qui est présent. Et on a fait une dernière publication, je ne vous l'ai pas mise parce qu'elle vient de sortir, sur un algorithme à partir des données, grâce à l'intelligence artificielle, à partir des données médico-administratives. On a montré qu'il y avait certains profils de femmes, selon le type de traitement qu'elles avaient, qui étaient plus à risque de présenter ce syndrome particulier qui est la peur de la récidive. Et c'est quelque chose qui est vraiment prégnant, et on va le voir, qui peut être prégnant pour d'autres localisations, parce que récemment, on a décidé, il y a 2 ans, d'étendre le dispositif Vican à des localisations qu'on n'avait pas considérées en 2011, quand on a fait le premier plan d'échantillonnage, parce qu'on avait, je vous ai expliqué, on pensait qu'on n'aurait pas suffisamment de gens survivants pour essayer de tirer des résultats qui soient statistiquement significatifs et statistiquement exploitables. Donc on a essayé d'étendre le dispositif Vican à des autres localisations qui relevaient plus de la sphère abdominale, notamment 2 localisations qui étaient particulières, qui est le pancréas et le foie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même, grâce aux innovations thérapeutiques, une durée de vie, enfin je reste entre guillemets parce que ce que j'ai fait m'a montré que ce n'était pas si évident que ça. Il y avait en médiane une espérance de vie qui avait un peu augmenté et qu'il y avait plus de gens qui avaient des chances de survivre à l'aune des 5 ans après, ou des 2 ans après un diagnostic du cancer du foie ou du cancer du pancréas. Alors qu'en 2011, l'espérance de vie était de survie, la courbe de survie n'était pas très bonne. Là, les dernières innovations thérapeutiques, les dernières chimios, les dernières techniques chirurgicales montrent que, là je vous ai mis les chiffres canadiens, montrent qu'il y a une bonne partie des personnes maintenant atteintes du cancer du pancréas ou du cancer du foie pour laquelle l'espérance de vie, la courbe de survie est meilleure, et ils ont une médiane de survie qui est devenue plus importante que celle qu'on avait en 2011. Ouais. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, parce que quand même si cette médiane s'est améliorée, on n'avait pas de personnes suffisamment nombreuses pour pouvoir faire une grande enquête statistique représentative comme Vican, incluant des dizaines et des milliers de personnes. On s'est dit, on va faire quelque chose, on va changer d'approche, on va changer notre fusil d'épaule, on a changé de braquet, et on va passer, parce que je suis à la fois qualitativiste et quantitativiste, sur des études qui sont moins représentatives, qui ne recherchent pas la représentativité, mais qui explorent plus le vécu des personnes, des études de type qualitative. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de sélectionner des gens pour les interroger sur leurs conditions de vie après avoir été opéré d'un cancer du pancréas. On s'est limité au pancréas parce que le foie, c'est une problématique qui est complètement différente. On a commencé par le pancréas. Et on s'est dit, il y a des gens qui, en plus, moi, à cette époque, j'étais à l'Institut Paoli-Calmette, donc il y avait une base de données chirurgicale qui s'appelait Chirpan. Donc on avait une base de données de gens qui avaient été opérés pour un cancer du pancréas. Donc on s'est dit, on va voir ces gens-là, la médiane de survie, la survie est meilleure, mais on va voir dans quelles conditions ils vivent. Parce que la question se pose toujours, est-ce que c'est la quantité ou la qualité de vie qui compte ? Est-ce que c'est bien de vivre longtemps ? Peut-être de vivre longtemps, moins longtemps, mais mieux. C'est toujours la balance entre la quantité et la qualité de vie. C'est la balance qu'ont tous les soignants en tête. Est-ce que j'augmente forcément la survie des personnes, mais dans quelles conditions je vais augmenter leur survie, et il faut savoir dans quelles conditions elles vivent. Donc on a fait une enquête qualitative, c'est ce qu'on appelle une enquête phénoménologique et idiographique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la prétention
de vouloir être conceptuel, de vouloir être représentatif, mais simplement, ben voilà, les gens ont eu une expérience particulière, un cancer du pancréas, et comment cette expérience, dans le flot de leurs activités quotidiennes, ben, a modifié leurs conditions de vie, leur rapport aux autres, leur rapport au travail, leur rapport à la famille, leur rapport à leur corps, leur rapport à la prévention, leur rapport à la santé, enfin toutes ces choses-là. Leur représentation, leurs attitudes, leur manière d'appréhender leur vie. Alors pour ça, on a fait ce qu'on appelle des entretiens approfondis, en série de 3 entretiens où on leur laissait le temps de réfléchir. C'est-à-dire un premier entretien où on leur demandait comment ça s'était passé depuis qu'ils avaient été opérés, comment ils allaient. Un second entretien sur, bon, vous m'avez raconté tout ce qui s'était passé, qu'est-ce que vous avez pensé de ça et qu'est-ce que vous avez envie de dire en plus. Et un troisième entretien, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour que ça aille mieux. Voilà, en laissant au moins entre 15 jours et un mois entre les 3 entretiens. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Hein. Moi, je suis tombé sur des gens qui m'ont dit, je suis tout seul, ma femme a le Covid, vous savez ce que je vais faire je vais m'enfermer, fermer les fenêtres, j'ai mon fusil et je vais me tuer. Vous voyez, ça, c'était des entretiens en plus téléphoniques, puisqu'on était en plein Covid, on n'avait pas le droit, une interdiction de la CNIL et des CPP d'être en contact de ces patients vulnérables. Vous retrouvez quelqu'un qui avait accepté de participer, hein, on avait suivi toutes les réglementations éthiques en vigueur, qui vous dit ça, vous êtes un peu ennuyé, donc ça vous prouve quand même qu'il y a certaines personnes hors du système de soins qui peuvent se trouver réellement isolées. Ça couvrait quand même l'aire qui était géré par ce qu'on appelle IPC hors les murs, donc on a pu intervenir, mais je me suis trouvé face à des situations de désespoir assez profondes. Donc on a essayé, ces entretiens ont lieu en 2022-23, on a essayé de sélectionner des personnes qui avaient été opérées pour un cancer du pancréas entre 2020 et 2021, sur une base de données particulière qui est gérée par l'IPC qui s'appelle Chirpan. Donc on avait 139 personnes qui avaient été opérées, il y avait eu des décès bien sûr, des récidives qu'on a exclues, des métastases qu'on a exclues. En fait, on a contacté 100 personnes, on a eu 30 volontaires, mais pour des raisons on faisait ce qu'on appelle un maximum variable sampling, c'est-à-dire qu'on essayait de différencier les profils des gens selon le sexe, l'âge, la profession. Donc on en a sélectionné 26. Ce qui est intéressant, c'est donc de juin à septembre 2022, on a conduit cette série d'entretiens. Donc on a réalisé 65 entretiens. Alors 20 en screenant, ils ont tous été retranscrits à présent. Hein, ça c'est une vieille diapo. La durée moyenne cumulée des entretiens, c'était 2 heures. Et il y a 5 personnes qui n'ont, sur l'ensemble des personnes qu'on a sélectionnées, donc il y a ces 5 personnes. Hein, je vous rappelle qu'on a sélectionné. Comment on revient en arrière? Elle ne revient pas en arrière. On a sauté peut-être. Voilà. On a sélectionné 26 volontaires. Dans ces 26 volontaires, il y en a 5 qui n'ont pas pu finir la série d'entretiens. C'est-à-dire soit qui ont eu un état de santé qui s'est détérioré, qui ont été réhospitalisés. Certains sont décédés aujourd'hui. Donc je ne vais pas réactualiser par souci et par accord avec le CPP. On a dit qu'on ne réactualiserait pas à la fin de l'enquête les statuts vitaux des gens. Hein, on s'était engagé, mais là je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont décédées aujourd'hui. Hein. Mais là on a 5 personnes dont on sait qu'elles ont été réhospitalisées pour métastases ou récidives et dont certaines ne sont plus là aujourd'hui. Donc je vous assure, ça a été assez... parce que faire de la statistique, travailler sur des données, des questionnaires, moi je ne suis pas un clinicien, c'est quelque chose d'assez mécanique. Mais quand vous avez des entretiens avec des gens, vous y laissez quelque part quelque chose de vous-même, surtout des gens qui sont en détresse, c'est des gens que vous avez eus, qui vous ont livré leur vie, et puis qui ne sont plus là. Donc que vous avez enregistré, que vous avez retranscrit. C'est quelque chose d'assez... C'est beaucoup plus difficile à faire, en fait, ce type d'enquête qualitative que les enquêtes quantitatives. On y laisse beaucoup de soi, et c'est toujours beaucoup plus dur à exploiter après, in fine, à publier. Alors... Comme je vous ai dit, c'est herméneutique, idiographique.
C'est-à-dire qu'on cherche le sens pour le sens, c'est ici géographique, on ne cherche pas à trouver des concepts ou à être représentatif de quoi que ce soit, on essaie simplement de restituer des expériences individuelles qui peuvent être significatives et des pistes de réflexion. Alors, les premiers vraiment problèmes. Mais alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que de manière globale, il faut être franc, les conditions de vie des personnes que j'ai interrogées, qui étaient pourtant volontaires, hein, alors je sais pas, elles ne sont pas représentatives, hein, puisqu'on est dans un échantillon qualitatif, même si le principe de ce qu'on appelle pars pro toto peut dire que dans l'expérience d'une personne, on retrouve l'expérience de la totalité des autres personnes qui ont été confrontées à une expérience, à un événement similaire. Mais moi, j'ai été étonné quand même de la dégradation de la qualité de vie des personnes, hein, globale, hein, des conditions de vie. Hein. Il n'y en a pas un qui m'a dit tout allait bien. Hein. Il y avait vraiment des problèmes. Hein. Alors, ce qui est apparu, la fatigue, la douleur, donc ça, on s'y attendait, hein, c'est comme à tous les cancers, mais ce qui apparaît vraiment prégnant et qui, 2 ans après, parce que c'était entre 1 an et 2 ans après l'opération du pancréas, c'était des problèmes de nutrition, d'alimentation et de transit. Ça leur gâchait la vie. Certains, ça leur gâchait la vie. Ils n'osaient même plus sortir. Ils ne contrôlent plus leur transit. 2 ans après. J'ai une dame qui me dit, qui m'a dit, je ne peux plus sortir. Je vous cite un verbatim, hein, avec mon mari. Chaque fois qu'on sort, il faut qu'on calcule s'il y a à proximité des toilettes. Et elle m'a dit, j'ai très peur parce que c'est très humiliant aussi, hein, socialement, d'avoir des problèmes de transit. C'est pas évident à gérer quand vous êtes en société, même en famille. Au début, c'est acceptable, mais à la fin, vous épuisez les autres un peu. Hein. Donc, ils avaient ces problèmes de nutrition, d'alimentation et d'alimentation aussi. Ils ne peuvent pas tout manger. Il y a des choses qui passent pas, des choses qui passent mal. Donc, être invité, c'est aussi compliqué. Dire attention, moi j'ai un régime spécial. Donc voilà. Nutrition, alimentation, transit, c'est vraiment quelque chose pour eux d'essentiel. Les troubles psychologiques, donc la dépression, l'image du corps, surtout chez les femmes, hein, quand il y a eu des cicatrices, hein, on reviendra sur la sexualité. Mais c'est surtout ce qui est et ce qui est aussi normal, c'est cette peur de la récidive parce qu'on ne leur dit pas que c'est fini. Parce qu'un cancer du pancréas opéré, on leur dit... Personne, je pense qu'il n'y a aucun clinicien, aucun chirurgien qui leur dira « bon, ben, ça y est, c'est terminé, passez à autre chose ». Donc, et tous m'ont dit « on vit avec une épée de Damoclès sur la tête. On attend quand est-ce qu'on va retourner à l'hôpital ». Et notre vie est suspendue à ça. Donc cette peur de la récidive, c'est vraiment quelque chose de majeur en termes d'accompagnement de ces personnes qui ont des cancers avec, qu'on dit en progrès en termes de médiane de survie, hein, en termes de survie, mais qui restent pour l'instant, et des cancers sur lesquels on a peu agi ou on a peu développé d'actions d'accompagnement. Ça aussi, ça va apparaître plus tard. C'est des cancers, des gens qu'on a un peu mis de côté. On s'est beaucoup occupé des gens qui ont un cancer de la prostate, des femmes qui ont un cancer du sein. Mais c'est vrai que tout ce qui est de cette sphère gastrique, foie, pancréas, on les a un peu... c'était vrai, la médiane de survie était tellement faible qu'on n'allait pas mettre des dispositifs d'accompagnement en place alors qu'on savait qu'il y avait peu de chances que les gens survivent à 1 an, 2 ans. Mais maintenant, ils survivent. Donc il va falloir y penser. Et ils survivent dans des conditions qui sont pas optimales. Et ils se retrouvent souvent seuls avec pas grand-chose qui leur correspond. Problème d'insertion, ils sont vraiment tous isolés, ils le disent, hein, ils ont vraiment une réduction d'activité, plus. Alors, ça peut être plus ou moins péniblement vécu pour ceux qui étaient en suractivité, mais ils disent, bon, on passe notre nuit à traîner du lit au fauteuil, à faire de longues siestes, on est extrêmement fatigué, et c'est une vie voilà, en attente, avec cette peur de la visite de contrôle qui est là, qui fait que tous les 6 mois, tous les ans, on a cette espèce d'angoisse qu'on nous dise c'est reparti. Voilà. Baisse d'activité professionnelle, parce qu'il y a... Je vais essayer d'aller vite, Isabelle, je sais que je suis un bavard et qu'il ne faut pas me donner la parole, parce que moi, quand j'ai un micro, je ne lâche pas, mais je vais essayer d'aller au plus vite. Il y a une baisse d'activité professionnelle aussi. Ça atteint des gens de plus en plus jeunes, hein, notamment le cancer du pancréas. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des difficultés vraiment
financière. Parce qu'avant, ça aussi, c'était pas pris en compte. Le cancer du pancréas, c'était très rare. Donc, mais vraiment, quand vous avez un cancer du pancréas, c'est quasiment, comme je vous l'ai dit, avec des taux impossibles. La réinsertion professionnelle, elle était déjà compliquée pour les gens qui ont... Pour les jeunes femmes qui ont un cancer du sein, par exemple, on a vu à quel point c'était compliqué selon le métier qu'elles pouvaient avoir, le métier d'exécution ou pas. Alors pour les gens, quel que soit le type de métier qu'ils ont, d'exécution, d'encadrement, un cancer du pancréas, avec ces problèmes de transit, ces angoisses de peur de la récidive, la réinsertion professionnelle, c'est quelque chose vraiment, c'est un casse-tête monstrueux. Et beaucoup ont dû vendre leur maison. Enfin, il y en a un ou deux qui m'ont dit qu'ils avaient vendu leur maison et réduit de beaucoup leur cadre de vie. Hein. Désordre physique, désordre psychologique, je ne vais pas y revenir, des troubles d'insertion. Je me bien retrouver sur les troubles d'insertion, voilà, perte de revenus et incapacité à reprendre l'emploi. Et l'isolement, bon là on était en période de Covid, c'était encore plus renforcé par le fait que nous étions, quand on a fait ces entretiens, en période de plein Covid, donc c'était des entretiens par téléphone, comme je vous l'ai dit, c'était très... J'ai eu plusieurs cas de détresse au téléphone et vous vous dites que bon, je fais des signalements bien sûr à l'IPC, mais qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous dit là, j'ai mon fusil, je vais me tuer, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là, en tant que sociologue, je ne suis pas psychologue en plus, et c'est là où on se sent d'un coup très isolé. Donc heureusement qu'on a une équipe pluridisciplinaire et qu'on a pu faire intervenir des gens, c'était des gens qui habitaient sur l'ensemble du département, qui n'étaient pas forcément dans des centres urbains. Après la prise en charge, ça c'est important, c'est l'annonce. Vraiment, l'annonce, alors moi je croyais que les consultations d'annonce avaient été très bien faites, mais l'annonce, ça reste un problème. Mais je sais que ce n'est pas de la faute des cliniciens. Je sais que c'est un tel choc chez les patients. En fait, l'annonce, il faudrait la fracturer en plusieurs temps. Il faudrait vraiment qu'il y ait un souci de se dire, vous avez bien compris ce que vous avez. Parce que ce n'est pas parce que vous me dites oui, et surtout quand il y a des niveaux de littératie ou des niveaux des niveaux de littératie générale ou des niveaux socioculturels assez faibles, ben, il faut bien savoir, tous ont dit, on a eu des problèmes de l'annonce, on nous l'a dit de manière assez brutale, on s'y attendait pas. Ils ont tous... Et je pense que c'est pas c'est du vécu, c'est du ressenti. Je pense que même s'ils ont eu une consultation d'annonce bien cadrée, la violence est telle d'avoir un cancer, en plus un cancer du pancréas, que c'est toujours mal vécu. Il y a ce qui appelle cet isolement après la phase active d'hospitalisation et de prise en charge à domicile. Alors tous me l'ont dit. D'un coup, on se sent abandonné. Du jour au lendemain. Donc il faut trouver des systèmes d'accompagnement. On en a même discuté avec Olivier Turini, à moyen terme, comme il existe pour d'autres cancers, parce que vraiment, à un moment donné, cette phase particulière, ben, c'est quelque chose qui les... voilà, ils ont l'impression d'un saut dans le vide. Et comme je vous l'ai dit, ils ont toujours cette épée de Damoclès qui est sur leur tête. Et ils vivent avec vraiment 24 heures sur 24. Ils me disent tous les jours, on pense à ça, à la récidive, à la peur de la métastase ou que ça reparte. Ce qui a été un problème aussi, c'est le peu de conseils ou d'aide ou d'orientation vers des soins psychologiques, mais ils l'ont tous dit, vers des soins d'alimentation. Alors ça, moi j'ai été très étonné. On leur a pas dit ce qu'ils pouvaient manger, ce qu'ils pouvaient pas manger, comment ça allait se passer. Or, ils sont tous confrontés à des troubles du transit. Tous, hein. Ils ont vraiment des problèmes de transit, de gestion, parce que le pancréas, ça intervient, j'imagine, enfin, les spécialistes vous le diront, dans la digestion. Et ils m'ont dit non, on n'a pas eu de cours on n'a pas eu de rencontre avec un nutritionniste. On s'est retrouvés et c'est nous qui, de manière pragmatique, petit à petit, qui avons sélectionné les aliments qu'on pouvait supporter, pas supporter, enfin, de manière très empirique. Et puis il y a aussi une grande déception. On leur a pas parlé de tout ce qui était très peu, notamment les chirurgiens ou les personnes qui les a pris en phase active, qui les ont traités, leur ont signalé l'existence de thérapies complémentaires. Hein. Je ne dis pas alternatives parce que moi j'y crois pas, mais de thérapies, ce qu'on appelle les CAM, mais moi je me limite au terme complémentaire, c'est-à-dire non médicamenteuses, qui pouvaient apporter une certaine forme de soutien psychologique. Ça, on leur en a très peu parlé.
Alors bon, il y a les problèmes de communication, je ne vais pas y revenir, je vais arrêter là parce que je crois que j'ai explosé mon temps. Il y avait quelque chose sur laquelle je voulais insister aussi, quand même. Je ne sais pas si je l'ai dans la... Voilà, l'image du corps, la dépression, la peur de la récidive, mais surtout, voilà, la sexualité. Et surtout les femmes qui m'en ont parlé. Personne ne leur a parlé de sexualité et ne leur a dit qu'après leur reproduction, elles pouvaient avoir une activité sexuelle. Certaines n'osaient plus 2 ans après avoir de rapport avec leur conjoint parce qu'elles ont été opérées du ventre. Hein. Elles ne savaient pas. Elles avaient une perte de la libido, mais il y avait le désir de leur conjoint et elles ne savaient pas comment gérer ça. Et ça a créé des situations de couple assez délicates. Elles avaient peur de se montrer aussi, cette image du corps. Et elles m'ont dit, mais vraiment, personne, cette question de la sexualité n'a jamais été abordée. Pourtant, c'est pas la sphère génitale, mais c'est quand même très proche, c'est abdominal. Et voilà, on aurait bien aimé en discuter avec un clinicien qui nous dise, bon, il n'y a pas de problème. Et comment faire pour retrouver une sexualité normale et avoir des relations de couple qui soient à nouveau optimales. Autant optimale qu'elle puisse être. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, je crois. Bonjour. Donc, je m'appelle Nadine Pujajan. Je suis pharmacien à l'ICAP, Institut du Cancer Avignon-Provence. Et je me suis beaucoup questionnée logiquement sur les séquelles et travaillé également parce que, entre autres, je participe sur l'initiation, les entretiens pharmaceutiques d'initiation aux thérapies orales, les entretiens d'initiation à l'immunothérapie également. Je travaille aussi sur la télémonitoring, télésurveillance sur les thérapies orales et on appelle les patients si nécessaire en fonction des réactions qui nous signalent. J'ai animé des ateliers d'éducation thérapeutique sur le programme cancer du sein chez les patients en surpoids. Donc, on a travaillé sur les effets secondaires des chimiothérapies et notamment de l'hormonothérapie puis des interactions médicamenteuses. Et je suis également, entre autres, praticien en hypnose. Voilà. Donc, toute cette activité au plus proche du patient m'a beaucoup questionnée sur les séquelles, d'où ma présence ici, quelque part. Alors, rapidement, on va voir quelques définitions, notamment la définition du guide de repérage qui est extrait de la définition de l'INCa. Puis, nous verrons ensuite la définition d'effets indésirables, effets secondaires, effets indésirables de l'INCa et celle de l'HAS. Et puis, nous verrons, on fera rapidement une petite synthèse, quelques remarques. Puis les liens et les contrastes entre effets indésirables et séquelles, pour terminer sur pourquoi distinguer l'un et l'autre. Donc, sur les définitions, on voit bien que sur la droite, vous avez la définition de l'INCa, à gauche, la définition du guide que vous avez tous sur votre bureau. Alors, on voit qu'elle est beaucoup plus précise, plus enrichie. Donc, on voit que l'INCa parle de conséquences désagréables. Le guide de repérage parle d'un impact sur la qualité de vie. La deuxième partie de la définition aborde bien la différence entre toxicité aiguë et la séquelle. Donc, on voit qu'elle est beaucoup plus précise et implique l'intervention pluridisciplinaire au niveau préventif et curatif. En ce qui concerne la définition des effets secondaires, on voit que l'INCa parle d'effets prévisibles d'un traitement survenant en plus d'un effet principal. Et ces effets secondaires sont parfois souhaités. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous prenez par exemple du théralène, effectivement, son effet secondaire est sédatif, alors que la classe est antihistaminique. C'est dans ce sens-là qu'on peut l'expliquer. D'autre part, ce sont des effets donc, qui sont non souhaités du coup et gênants. C'est la définition qu'en donne l'INCa. Donc il existe des effets secondaires qui peuvent être immédiats
et d'autres tardifs, voire persister longtemps après l'arrêt des traitements et parfois définitifs, ce qu'on est bien dans la définition des séquelles. Et ils insistent également beaucoup sur l'information aux patients qui est indispensable sur toute la chaîne de la santé et notamment sur les effets secondaires. On va y revenir sur les diapositives. Donc l'effet indésirable, c'est un effet secondaire qui est prévisible parce qu'il est lié à sa classe pharmacologique. En plus, vient se superposer le profil du patient. Le profil du patient avec la dose qui a été administrée, mais également son âge, son état physique, psychologique, ses comorbidités, ses traitements. Donc là, on parle de l'effet indésirable, qui n'est pas aussi lisible et prévisible, donc c'est pour ça que c'est marqué, mais qui est une superposition finalement de l'effet de classe plus du profil du patient. Je voulais mettre à côté la définition de l'HAS qui ne parle pas d'effets indésirables, mais d'événements indésirables liés aux soins. Et effectivement, ne peut-on pas considérer qu'un effet indésirable est un événement indésirable lié à un soin de prise médicamenteuse. Donc, on rentre tout à fait dans la définition de l'HAS. Et notamment avec, en conclusion, un événement finalement inattendu lié aux soins. Donc, en synthèse, l'effet secondaire est un effet donc lié à la classe pharmacologique. Et d'ailleurs, sur lesquels il y a un devoir d'information sur toute la chaîne, je le disais, donc vous trouvez, c'est ce que trouvent les patients dans les boîtes de médicaments, hein, où vous avez la liste des effets secondaires qui est un peu parfois perturbant pour les patients, puisque la liste est longue. Je tiens aussi à souligner que ces effets secondaires, bien sûr, sont des effets secondaires d'un groupe de patients, ceux qui ont été inclus dans la recherche, et les effets secondaires qui ressortent des essais avant les mises sur le marché des médicaments. Donc, elle touche juste un groupe de population qui est les patients qui ont utilisé, qui sont dans la recherche pour la mise en place, pour la sortie de ce médicament. Ce n'est pas la population globale. Donc, et l'effet indésirable, c'est la superposition un peu de l'effet secondaire avec le profil du patient, donc son âge, ses comorbidités, son sexe, les traitements concomitants, son état physiologique et psychologique. Mais que ce soit événement indésirable ou événements secondaires, c'est des effets qui peuvent persister donc longtemps, même parfois après l'arrêt des traitements, et c'est ce qu'on appelle les séquelles. Une petite remarque, c'est que ce soit aussi bien un événement secondaire ou un effet indésirable ou une séquelle, le devoir d'information est vraiment très, très important pour aussi faciliter le dialogue avec le patient, pour enclencher ce dialogue indispensable à une meilleure prise en charge. Une petite remarque, c'est que la définition de l'OMS dans les effets indésirables et effets secondaires rentre la notion de malgré une utilisation dans le contexte où le médicament a été utilisé. Là, c'est toute la notion d'indication thérapeutique et d'autorisation de mise sur le marché qu'on ne trouve pas dans les autres définitions. Et on peut dire que par glissement de langage, on parle parfois d'effets secondaires à long terme, qui est en fait la séquelle. Cette diapositive reprend évidemment les effets secondaires, mais de façon non exhaustive, bien sûr, courants, qui disparaissent généralement après l'arrêt des traitements ou progressivement. Mais alors là, j'ai repris quelques-unes sur chimio, radiothérapie, thérapie ciblée et immunothérapie. Cette diapositive, c'est pour vous faire remarquer qu'on retrouve la fatigue souvent dans les effets secondaires, mais on la retrouve également dans les séquelles. D'autre part, dans les chimios, par exemple, il peut y avoir un effet secondaire qui est l'alopécie,
Alors, il apparaît et il disparaît normalement progressivement, sauf qu'il faut penser qu'il y a des patientes, moi j'ai rencontré des patientes comme ça, avec des chevelures avant les traitements de Taxol, vraiment des grosses boucles brunes qui faisaient partie intégrante de la personnalité de la patiente, et qui après les traitements, et longtemps après, c'est-à-dire, c'est puisque je la connaissais, même 5 ans après, sur lesquels il y avait une repousse. D'abord, le cheveu peut changer d'aspect, et en plus, il y avait une repousse qui est très, très clairsemée, avec des plaques de pelade. Donc, vous imaginez l'estime de soi. C'est très compliqué, et donc on a une séquelle psychologique au départ avec un effet secondaire qui est physique. Donc ça, c'est des choses et qui perdurent donc longtemps après. De même, si on prend par exemple l'immunothérapie, sur les réactions auto-immunes, elles peuvent se faire pendant la prise des traitements, les injections notamment, de PMRO, nivolumab, etc. Et elles peuvent se déclencher après l'arrêt, puisque c'est le principe de l'immunothérapie, c'est stimuler l'immunité naturelle. Donc, c'est pas parce qu'on arrête les thérapeutiques que l'immunité s'arrête. Donc, on peut avoir des réactions, des effets secondaires plus tard. Mais ils peuvent également perdurer en séquelles. Sur les immunothérapies, il y en a une qui est assez fréquente, qui est les dysthyroïdies, par exemple. Et bien, ces dysthyroïdies qui se déclenchent pendant ou après les traitements, perdurent en séquelles parce que c'est à vie qu'elles auront ou qu'ils auront un contrôle de l'effet des fonctions thyroïdiennes et du dosage de la TSH pour ajuster au mieux les traitements. Donc, c'est pour vous faire voir qu'en fait, c'est pas aussi tranché que ça, et que des impacts sur l'effet secondaire qui est censé disparaître peut continuer et rester séquelaire. Sur les séquelles, donc, évidemment, l'impact négatif à long terme, voire permanent, mais pas seulement que des traitements, également de la maladie. Donc, c'est un impact physique sur le corps entier, comme la fatigue dont j'ai parlé, ou sur une partie du corps, la thyroïde, ou les insuffisances rénales après des selles de platine, voilà, ou même engendrer un deuxième cancer, notamment dans les cancers du sein, les hormonothérapies avec des endomètres, par exemple, un cancer de l'endomètre, voilà. Ensuite, ces séquelles physiques peuvent être liées à la progression de la maladie, comme les douleurs chroniques dans les métastases osseuses, par exemple, ou liées aux troubles, au traitement, par exemple les troubles neurosensitifs dans les cancers du côlon sous oxaliplatine. Il y a énormément de troubles neurosensitifs à ce niveau-là qui perdurent et deviennent séquelaires. Les patients s'en plaignent beaucoup. Ensuite, vous avez le deuxième groupe de séquelles plus psychologiques. Alors bien sûr, mon prédécesseur en parlait, l'anxiété de rechute, évidemment, qui est très importante, mais aussi tout ce qui est dépression et ce décalage qui se fait sur le parcours des patients, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'éducation thérapeutique sur l'hormono, donc c'est vrai que les patientes disent très bien que pendant la prise en charge de la maladie, c'est cadencé par l'imagerie, les bilans biologiques, les entretiens avec l'oncologue, les différents soignants, mais qu'après, elles ont des rendez-vous à 3 mois, à 6 mois, et elles se sentent livrées à elles-mêmes, lâchées quelque part, elles se sentent un peu perdues. Donc ça fait un décalage. Et puis la traversée de cette maladie, avec l'annonce et cette difficulté, et ça crée un décalage parce que l'environnement, la famille, les amis, mettre entre parenthèses, une fois que c'est fini, voilà, on ferme la parenthèse, le cancer est terminé. Par contre, pour elles, elles voient la vie complètement différemment. Elles ont une quête de sens différente. Elles ne voient plus, elles ont peut-être plus envie de faire le boulot comme elles faisaient, plus assumer les choses comme elles vivaient avant la maladie. Et là, il y a un décalage qui se crée important. Et puis, il y a tout le problème des troubles cognitifs, avec les troubles de mémoire, mais aussi les troubles de l'attention, de la concentration. Donc, tout ça impacte
la vie sociale, comme vous disiez, c'est-à-dire la reprise du travail est très compliquée avec des troubles de la mémoire ou des troubles de concentration. Et donc, bon, il existe les mi-temps thérapeutiques, mais c'est pas toujours évident pour les patients. Et puis, par l'alopécie que je disais tout à l'heure sur les effets secondaires, il peut y avoir un isolement social parce que les personnes se mettent de côté parce qu'elles, justement, elles ont un manque d'estime d'elles. Et donc, reprendre toute la sphère sociale, ça peut être très compliqué. Et c'est dans toutes les localisations, a priori. Alors, les liens et contrastes entre effets indésirables et séquelles. Bon, on pourra dire quand même, si on veut séparer, que l'effet indésirable est plutôt à court terme et la séquelle à long terme, voire permanent. L'effet indésirable est souvent réversible, même si on a vu qu'ils peuvent perdurer de façon séquelaire. Et la séquelle serait souvent irréversible, bien que là aussi, on peut diminuer cette séquelle et le patient peut apprendre à se réadapter par rapport à cette séquelle et donc la rendre moins prégnante sur sa qualité de vie. Donc l'effet indésirable nécessite une gestion immédiate et parfois des ajustements thérapeutiques, alors que la séquelle nécessite une réadaptation et un suivi au long cours. On pourrait dire que l'effet indésirable est un événement sentinelle dans le sens où il y a un devoir d'information très important individuel à donner aux patients parce que, par exemple, dans les neuropathies dont je vous parlais tout à l'heure, les syndromes neurosensitifs liés à l'oxaliplatine, si le patient ne sait pas suffisamment tôt qu'il peut avoir cet effet indésirable, il peut dire que bon, les tout débuts, les premiers effets, la discussion ne se fait pas avec l'oncologue et la prise en charge peut être décalée dans le temps. Donc, effectivement, ensuite, les oncologues ajustent les traitements, diminuent les doses et puis peuvent changer, et si c'est vraiment très, très important, de protocole éventuellement. Donc, cette information individualisée est capitale, mais aussi l'information collective, puisque par le biais de la pharmacovigilance, si vous allez sur le site de l'ANSM, data.ansm, vous avez toutes les molécules, et notamment les molécules de Chignot, avec les déclarations de pharmacovigilance qui remontent des régions, des centres régionaux, et c'est la vraie vie en fait. Hein. C'est pas les effets secondaires issus d'un petit groupe de patients listés dans les notices de médicaments. C'est vraiment la vraie vie qui remonte au niveau de la NSM. Alors, vous avez là tous les déclarants, le pourcentage de médecins, de pharmaciens, d'autres professionnels de santé, de patients, et vous avez les localisations où apparaissent le plus les événements indésirables. Alors, il faut se méfier quand même des pourcentages, puisque c'est en rapport au nombre de déclarations et pas au nombre de patients qui ont eu ce traitement. Mais ça donne quand même un reflet précis de ce qui ressort dans la vraie vie en premier, sur quelle localisation, avec quelle intensité. Donc c'est quand même très intéressant, ces déclarations de pharmacovigilance, et il ne faut pas l'oublier, ça fait partie intégrante de la prise en charge des effets indésirables. Du côté des séquelles, évidemment, c'est une conséquence multifactorielle qui va dépendre évidemment de la localisation du cancer, des thérapeutiques utilisées, du profil du patient, de sa génétique, si on parle de deuxième cancer, et également de l'information, puisque je le disais tout à l'heure, sur les troubles neurosensitifs, c'est très important, l'information du patient. Le dernier point, c'est que si vous regardez sur les recommandations et les référentiels au niveau de la prévention et de la gestion des événements indésirables, vous avez énormément de référentiels sur l'immunothérapie, sur l'hormonothérapie, sur les thérapies orales, sur même des portfolios par nom de molécules, sur comment gérer, prévenir, etc. Mais si vous regardez sur le référentiel recommandation des séquelles, à part le référentiel de l'AFSOS sur les soins de support, fatigue et cancer, nutrition et cancer, etc.,
on n'a pas énormément de recommandations. Je pense que ce serait un travail qu'on pourrait tous faire à ce niveau-là. Donc, l'intérêt de distinguer l'un et l'autre, puisqu'on a vu que la frontière était quand même, voilà, eh bien, c'est quand même d'adapter l'approche du traitement et la prise en charge et bien sûr le suivi du patient, puisqu'on ne va pas prendre en charge et suivre le patient de la même façon s'il a un événement indésirable ou une séquelle, ne serait-ce que dans le rythme des suivis et de la façon de le prendre en charge. Alors, ce qui est important, c'est que la modulation des séquelles va être liée non seulement au choix thérapeutique, mais aussi à la gestion des événements indésirables, puisque certains événements indésirables se transforment ou évoluent en séquelles facilement. Alors, c'est quand même quelque chose que l'oncologie a eu toujours présent en tête, parce que je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, dans la chirurgie, les lymphodèmes, on en avait beaucoup plus avec les curages. Et avec le ganglion sentinelle, on a quand même un peu moins de lymphodèmes présents. De même, avant de définir la dose cumulée d'anthracycline au-delà de laquelle on a une toxicité cardiaque, il a bien fallu qu'on évalue et donc maintenant on connaît bien la dose cumulée au-delà de laquelle il faut arrêter de faire des anthracyclines et avant on renforce les contrôles au niveau cardiaque. La même chose sur la fonction rénale, par exemple, sur les sels de platine, à quel moment on peut passer du cisplatine plutôt au carboplatine. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont dans la pratique courante, dans les traitements, mais comme l'oncologie est un domaine où on est en recherche et en évolution en permanence, effectivement, maintenant, il y a toute l'immunothérapie qui est là, avec les séquelles d'immunothérapie, etc. C'est toujours en avancée. Alors oui, je voulais juste, je regardais ma diapositive, le point sur l'information toujours, c'est ce que j'essaie de souligner le plus sur mon diaporama, l'information sur la prise en charge le plus tôt et le suivi des événements indésirables dépendent de cette information du patient puisque c'est un relationnel entre l'oncologue et pour cette gestion d'événements indésirables, l'information est indispensable. Le deuxième point sur l'intérêt de distinguer, c'est d'élaborer des stratégies de prévention par un suivi médical régulier, des programmes de réadaptation ou de reconditionnement et des conseils en hygiène de vie. Alors, il y a des prises en charge qui se font dans les établissements et qui peuvent être extérieurs et donc avec ce lien ville-hôpital qu'on peut qui est perfectible, on va dire. Voilà. D'autre part, je voulais faire un focus sur les prises en charge, sur la prévention, réadaptation et reconditionnement, puisque dans les établissements, dont je fais régulièrement, les consultations pharmacie d'initiation au traitement pour lesquelles je parle de fatigue, de prise en charge diététique, de prise en charge psychologique, etc. Donc c'est très important de travailler là-dessus. Il y a les consultations pharmacie infirmières, il y a les soins de support, il y a l'éducation thérapeutique et puis il y a tous les programmes post-séquelles et les programmes numériques en santé. Ah oui, ça c'est très important puisqu'on en a beaucoup développé sur le suivi des effets secondaires, sur les thérapies orales. Nous on travaille puisqu'on a la télésurveillance. Mais c'est vrai qu'au niveau séquelaire, on pourrait développer, et d'ailleurs il en existe. Moi j'ai en tête par exemple au niveau psychologique, on cogite, je regarde une psychologue, peut-être que vous connaissez, qui est développé dans le sud-ouest. C'est des programmes numériques. Le dernier point, c'est de permettre évidemment une communication entre le patient et le professionnel de santé qui facilite une meilleure prise en charge et qui permet de répondre aux attentes du patient. Il ne faut pas oublier que le patient ne retient que la moitié de ce qu'on lui dit. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études 2003 de Schillinger. Et donc, plus on est de professionnels à en parler et à lui expliquer,
plus le patient en retiendra et le gérera mieux et trouvera ce dont il a besoin dans tout ce qu'on lui apporte. Donc ça, pour moi, c'est très important. Évidemment, il faut évaluer régulièrement la situation avec le patient et son entourage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc Isabelle Requiroyard, je suis donc en charge des soins de support ville-hôpital et je mène donc ce projet sur les séquelles depuis quelques années. La création du guide de repérage des séquelles pour les patients adultes atteints de cancer s'inscrit dans le cadre de la stratégie décennale de l'axe 2. Je ne le redirai pas dans les détails, le docteur Élodie Crétel l'a présenté. Nous avons fait le choix d'étudier 6 séquelles. Ces 6 séquelles, ce sont les séquelles les plus exprimées dans le cadre de Vican 5, puisque nos travaux s'appuient sur Vican 5, c'est-à-dire la douleur, la fatigue, les troubles cognitifs, les troubles nutritionnels, les troubles sexuels et l'altération de l'estime de soi. L'objectif de ces travaux était de concevoir des outils adaptés, efficients, pouvant être accessibles à l'ensemble des professionnels. Donc nous avons, l'outillage recherché a été assez compliqué à mettre en œuvre et je pense que l'ensemble des intervenants présentera la difficulté de ces recherches parce que sur les séquelles, il n'y a pas grand-chose, mais nous avons souhaité à mi-parcours en fait soumettre les travaux que nous avions lancés à l'ensemble des professionnels. Et nous avons été très étonnés parce que nous avons eu un retour très positif de l'ensemble des professionnels sur un panel d'à peu près 500 professionnels. Nous avons eu un retour de 124 professionnels de santé, 37 médecins, 38 infirmières et le reste professionnel des soins de support. Nous faisons remonter des éléments très positifs, des outils qu'on leur proposait à travers une fiche de repérage et 2 fiches d'information et de logigramme, en nous disant que ces outils, ils étaient faciles d'accès, ils étaient applicables pour leur pratique, ils étaient vraiment de qualité, mais par contre, ils nous ont rappelé une contrainte majeure, c'est le manque de temps et également de formation. Mais ces retours très positifs nous ont poussés dans ces travaux et nous avons poursuivi parce que l'idée, l'objectif, et bien entendu, était de produire des outils qui puissent aider au parcours du patient pour la qualité de vie et pour la réduction des séquelles à long terme. Alors, le projet a démarré en 2021. Je ne reviendrai pas dans les détails. Le docteur Élodie Crétel en a parlé et puis on va en parler tout au long de cette journée. Nous avons lancé un appel à participation, donc le dispositif régional. Nous avons lancé un appel à participation et à notre grande surprise, très vite, nous avons eu des retours, près de 80 acteurs qui souhaitaient participer à ces travaux, d'horizons très différents, bien entendu, acteurs de ville, acteurs de l'hôpital, des professionnels de santé, des professionnels de soins. Et nous étions tellement nombreux pour mener ces travaux que nous avons très vite décidé de créer des sous-groupes de travail qui nous ont permis de lancer des réunions, d'échanger sur les connaissances, sur nos pratiques, sur l'expertise et finalement réfléchir, ce qui était le plus important, sur une définition commune. Ensuite, nous avons travaillé sur une fiche de repérage des séquelles avec, Cathy Boulmier nous la présentera en détail, avec un volet administratif, le parcours du patient, et un volet questionnement qui permet ce repérage pour une meilleure orientation des patients. Ces travaux nous ont amenés, puisque c'est 3 années de travaux, à la réalisation de ce guide que vous avez sous les yeux, que vous avez dû feuilleter à l'été 2024. Nous avons lancé plusieurs phases de relecture et en fin d'année 2024, nous avons pu publier ce guide. Donc nous sommes heureux de vous présenter ce guide aujourd'hui. Donc il s'articule en 3 grandes parties, la partie contexte, objectif, la partie des outils très fonctionnels et puis la partie bibliographique. Et je
tiens à souligner qu'il y avait finalement pas grand-chose et que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des travaux qui se lancent sur les séquelles, mais nous avons eu à aller chercher très loin aussi pour nous appuyer sur de la bibliographie. Je profite de cette diapositive pour vous remercier, en fait, pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à ces travaux. En premier lieu, je remercie les acteurs, les experts qui sont là, qui font partie du comité stratégique, qui ont bien voulu aujourd'hui partager avec vous une journée de travail pour partager leur expertise. Donc, merci à vous. Puis, je remercie tout particulièrement le docteur Anne Fogliarini, qui a accepté il y a 3 ans de faire partie de cette aventure. Donc, merci infiniment d'avoir accepté de copiloter ce groupe important. Et puis, merci aussi, je vois certains d'entre vous qui participent au groupe. Et j'en vois surtout qui vont certainement nous rejoindre pour d'autres travaux, puisque ce n'est que le début, bien entendu. Alors, ces travaux ont été aussi l'objet de s'interroger pour proposer un parcours intégré, un parcours global de prise en charge des séquelles, parce que ces séquelles, elles sont intriquées les unes aux autres. Ces séquelles, elles sont peu ou pas exprimées par les patients et en réalité souvent sous-évaluées. Donc il a été pour nous important vraiment de réfléchir à une proposition de parcours et il y a eu un consensus d'experts, et je dis bien un consensus d'experts parce que finalement il n'y a pas de recommandation, pour proposer un parcours qui mette en avant ce repérage par anticipation en fonction du vécu du patient, ses comorbidités, mais je dirais après chaque fin de traitement actif, donc tout au long du parcours et bien entendu dans l'après-cancer. Cette formation, donc nous y arrivons, et merci d'être ici aujourd'hui, s'inscrit également dans le cadre de la stratégie décennale autour de 3 axes. L'axe 2.6.2, accompagner les professionnels par des formations et par des outils d'aide à l'évaluation du besoin. Également, l'action 2.7.2, structurer et faire connaître l'offre existante de prise en charge des séquelles. Alors, elle est existante dans le cadre de notre répertoire des soins de support pour la douleur et pour les troubles nutritionnels. Il va falloir l'enrichir pour l'altération de l'estime de soi, mais également pour les troubles cognitifs. Il y a beaucoup sur les troubles sexuels. Et puis l'objectif de cette formation, sensibiliser les professionnels de santé à la problématique des séquelles, proposer un exemple de parcours et puis former aujourd'hui et ceux qui prendront en replay cette formation sur les outils qui ont été conçus par nos experts. Voilà, je vous remercie. Je suis à vous écoute s'il y a des questions, mais une seule question. Je suis à 10 minutes et je crois que la journée est déjà bien entamée. Merci infiniment et je vous dis, j'espère à très vite pour recevoir votre candidature et participer à ces travaux.